Est-ce qu'il y a des questions? Ah, au fond, oh là là, c'est loin. Vous testez mon... Il faut attraper le micro et parler dedans. Mon tir n'était pas extraordinaire, je l'avoue. Je parle là. Je voulais savoir pourquoi, quand on parle de corticophobie, on ne parle que de dermocorticophobie en fait. Pourquoi est-ce que c'est une spécificité ou est-ce qu'on peut aussi être corticophobe avec les corticoïdes oraux? Qui veut répondre? Oui, on peut être corticophobe aussi avec les corticoïdes oraux, bien sûr, mais la corticophobie liée au traitement local est plus frappante parce que elle est pas justifiée a priori et elle est source de nombreux échecs thérapeutiques. Donc voilà. Et concernant les corticoïdes oraux, en général, étonnamment, les patients ont plus peur d'appliquer les crèmes à la cortisone que de prendre du Célestène ou du Solupred sur 3 jours par exemple, ou sur des périodes même un peu plus prolongées, quand ça le nécessite. Voilà, même pour des poussées d'eczéma sévères, hein, souvent 2-3 jours de cortisone, des fois ça se voit encore, c'est encore prescrit, ou pour des crises d'asthme, etc., etc. Quand il y a une crainte d'allergie. On parle de corticophobie pour tous les corticoïdes, même dans l'asthme pour les corticoïdes inhalés. Les gens ont aussi très peur des corticoïdes inhalés, alors que les effets secondaires sont extrêmement faibles. Et ils préfèrent traiter que leur enfant ait des crises d'asthme et donner un bronchodilatateur et de la cortisone par voie orale que de donner un corticoïde inhalé pendant plusieurs mois. Et alors, ce qui peut très bien marcher, c'est de leur faire réfléchir à la quantité totale, en fait, finalement, qu'on met. Vous aviez l'habitude de comparer 1 an de dermocorticoïdes à même de fort dosage. Voilà, ouais. Ça faisait combien une semaine de corticoïdes par voie orale. Alors, quand on leur dit ça, là, ils se rendent compte que finalement, nos traitements locaux, que ce soit par voie cutanée ou par voie inhalée, sont vraiment peu dangereux, voire inoffensifs. Alors, est-ce qu'il y a une autre question dans la salle? Alors, monsieur, attention. Est-ce que vous pouvez envoyer le micro? Merci. Oui, j'aurais aimé avoir une petite classification dans les dermocorticoïdes parce qu'au comptoir, on voit tout un tas de marques différentes. Et souvent, des dermatos disent « Ah mais non, il ne faut pas mettre celui-là sur le visage » ou par rapport à un eczéma. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, voilà. Alors merci parce que vous me faites du teasing pour notre prochain module. Le prochain module de Lyon sera dédié justement au traitement. Donc on parlera de la classification. Et il en a été également question, ça a été évoqué au module 1. Si vous voulez regarder le replay, donc c'est M. Stalder, la présentation de M. Stalder. Vous aurez un tableau très simple, très visuel, avec les différentes classes, les différentes formes également. Monsieur Stalder, vous voulez peut-être répondre aussi plus en détail ou... Je pense que c'est vrai que c'est une bonne question parce que finalement, les dermocorticoïdes, c'est un terme générique et qu'aujourd'hui, entre les dermocorticoïdes de classe 1 qu'on n'utilise quasiment pas en France qu'à base d'hydrocortisone et les dermocorticoïdes de classe 4 qui sont les plus forts, il est évident qu'il y a une énorme de différence à la fois de puissance d'effet anti-inflammatoire mais aussi éventuellement d'activité, en particulier atrophiante sur le plan cutané. Donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil à des petits tableaux et je pense que on a parmi les outils peut-être des éléments de référence. Ça sera un outil qui sera proposé au module 3. D'autres questions dans la salle? Je peux me permettre. Moi, j'avais une question à poser parce que finalement, en écoutant, et là, c'est très agréable d'avoir entendu
ce qui s'est dit, parce que finalement, moi je trouve qu'il y a beaucoup de choses nouvelles, pas habituelles, qu'on a entendues aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des choses parmi les choses que vous avez entendues, des choses qui vous ont un peu choqué ou qui vous ont pas, auxquelles vous vous attendiez pas? C'est-à-dire qu'on a beaucoup parlé d'intox, mais finalement, c'est important de mettre les points sur les i, parce que vous vous rendez compte que finalement, quand vous regardez le Vidal, tout simplement, ben, vous avez quand même un paquet d'intox qui sont véhiculés dans ce brave bouquin. Donc, est-ce qu'il y a des éléments que vous sentez, vous voudriez avoir des développements ou des questions, vous auriez des questions précises ou des arguments supplémentaires? Est-ce que vous pensez avoir vraiment... je pense que là, les démonstrations étaient très claires, très pertinentes, mais est-ce que si vous avez besoin d'autre chose, n'hésitez pas à nous le dire. Merci. Alors, s'il n'y a pas de questions dans la salle, moi j'avais une question. Souvent, peut-être à l'officine, vous êtes confronté. Est-ce que vous sauriez comment répondre à des clients qui viennent et qui sont très pro produits homemade, enfin fait maison, avec toutes les marques maintenant qui proposent des produits à façon? Est-ce que vous sauriez quoi répondre par rapport aux risques auxquels ils s'exposent? Non? Donc quelqu'un veut se lancer sur une explication? Oui, Isabelle? C'est un petit peu ce que j'ai essayé d'aborder tout à l'heure. La question de ces produits homemade, c'est qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de contrôle qualité de tout ce qui est fait. En fait, finalement, c'est pas forcément reproductible. Et puis, s'il y a un problème, on ne saura pas exactement ce qui a été fait. Proposer aux personnes de pouvoir être impliquées dans la réalisation de quelque chose, quelque part, c'est vrai que ça répond à leur besoin d'être acteurs de leur traitement, mais ce n'est pas la meilleure façon de les impliquer dans leurs soins et dans leur prise en charge, parce que finalement, c'est pas adapté pour la prise en charge d'un eczéma atopique. Donc les réserver peut-être aux personnes qui n'ont pas de problème de peau, mais en tout cas pas aux personnes qui ont de l'eczéma atopique. Tout à fait, pas avec une peau sensible comme un patient adulte ou enfant d'ailleurs qui a un eczéma atopique. Ouais. Un patient prédisposé à développer des allergies. Pas chez un patient prédisposé à développer des allergies. Tout simplement. Ouais, c'est... Monsieur Stalder, je vous vois. Vous avez envie de rebondir. Dans votre sens, moi, j'ai bien aimé la balance, que les éléments qui faisaient basculer les idées toutes faites que les patients, comment dirais-je, portaient en eux. Je crois que ce qui est un élément qui est très important, c'est tenir compte de l'argument de la sécurité. Vous savez, les parents, ils ont très très envie que leurs enfants soient traités sans prendre de risques. Le fait de risquer d'avoir un événement, comment dirais-je, négatif qui se produise et qui soit sous-tendu par l'application d'un produit qu'ils ont eux-mêmes fabriqué, ça peut être quand même quelque chose de très déstabilisant. Donc je pense qu'on a le droit de parler de cet argument-là. Je crois que vraiment, quand on voit des gens qui font tellement attention à ce que finalement on supprime certains produits, des biberons, qu'on fasse attention à tout et qu'on mette la safety avant tout, et que finalement ces gens-là sont prêts à utiliser, fabriquer dans leur cuisine des préparations, là, il y a une antinomie très importante. Et là, je pense que vous pouvez mettre le doigt sur ce point. Vincent, oui, je crois que Vincent veut intervenir. Vincent Nadeau, donc notre pharmacien référent sur Pop Training. Oui, je ne sais pas si vous avez des demandes. Moi, j'en ai régulièrement des patients qui préparent eux-mêmes leur liniment. Quand ils font 1 litre de liniment, il y en a pour un certain temps. Nous, on n'a plus le droit de faire de préparation à l'officine, donc il faut vraiment mettre les gens en garde. Et je pense que plutôt que d'aller dans ce sens-là, il faut peut-être mieux leur proposer de tester nos différents émollients que nous avons, hein, parce que ça peut être une prescription d'une crème alors qu'ils préfèrent un baume, d'un lait alors qu'ils préfèrent autre chose, et ce sera beaucoup, à mon avis, beaucoup plus riche, hein, que ce soit le patient qui décide lui-même de son émollient. Pour rajouter quelque chose par rapport à ces préparations, ces produits homemade, il y a déjà la composition, c'est vrai qu'on ne la connaît pas tellement, et puis il y a la question de la stabilité aussi, parce que souvent, ils font des choses en volume relativement conséquent, et c'est des choses qui sont en milieu aqueux, qui peuvent être ouvertes à développement bactérien. Donc, sur une application peau lésée d'eczéma, voilà, les choses ne sont pas faites correctement.
Pas conservateur. On réalise au CHU, quand on fait des séances d'éducation thérapeutique, des barres à crème. Et donc, ça peut être aussi en officine, faire des tests avec justement les baumes, les émollients, et vraiment tester. Plus il choisira sa crème, plus le patient l'appliquera. Hein. C'est clair. Ça, Il y a connu. un réel besoin, en effet, des patients. L'adhésion à un traitement, elle passe aussi par le plaisir de l'appliquer. Comme l'a dit Isabelle, c'est quelque chose qui est chronophage. Tous les soins topiques sont comme ça. Ça prend du temps. Quand il y a une fratrie, c'est compliqué. Il faut gérer les autres, les uns. Et en fait, il faut véritablement que le traitement ne soit pas vécu complètement comme une contrainte. Et donc, comme le disait Anne-Marie, on fait des ateliers de préférence galénique, finalement, de barre à crème, parce qu'entre un lait qui est beaucoup plus fluide, un baume qui est beaucoup plus onctueux, la capacité d'étalement n'est pas le même, et ça va pas répondre non plus aux mêmes besoins d'hydratation par rapport à une sécheresse cutanée. Donc, l'idée, c'est de faire tester le patient, de lui permettre de verbaliser également un petit peu ses préférences. Et puis, on revient toujours à cette question de modèle délibératif, c'est-à-dire qu'il va se sentir impliqué dans sa prise en charge et finalement, on ne lui a pas imposé quelque chose. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui marche très, très bien et ça peut tout à fait être fait au comptoir parce que vous avez en plus la chance d'avoir des gammes d'émollients très différents et il y a forcément quelque chose qui permettra toujours d'améliorer l'adhésion à un traitement. Moi, je trouve ça super, cette notion de barre à crème. Ça me convient parfaitement, ça me parle très bien. On peut faire exactement la même chose dans l'asthme aussi. Pour les systèmes d'inhalation, c'est exactement pareil. Il faut s'approprier en fait son propre traitement, s'approprier son émollient, s'approprier son système d'inhalation. Là aussi, vous pouvez avoir une action thérapeutique importante. Et aussi, la notion de plaisir me paraît très importante. Finalement, je crois qu'on peut retourner les choses et dire tu as de l'eczéma, mais qu'est-ce que tu as de la chance? Parce que ta maman, le soir, ou ton papa, il ne faut pas être sectaire, mais après la douche, tu vas avoir droit à ton petit massage. Elle va chauffer la crème dans ses mains, puis elle va te faire un massage. Les enfants qui n'ont pas d'eczéma, ils n'ont pas cette chance-là. Toi, tu vas avoir ton petit massage. C'est pareil pour plein de choses. Quand un enfant qui a une allergie alimentaire, moi je leur dis, mais vous avez de la chance parce que vous allez manger mieux que les autres. On va vous préparer le repas à la maison et on va faire plus attention à votre alimentation. Vous allez manger mieux que les autres. Donc je crois tout peut être retourné dans un sens et dans l'autre et positivé. Et ça fait partie de l'accompagnement et finalement ça permettra une meilleure adhésion à ce que le médecin va proposer. Le fait d'insister sur le fait que rendre une application d'un topique un geste qui soit un geste qui ne soit pas contraignant, mais qui, à la limite, amène à un certain plaisir, c'est vraiment quelque chose d'important. Nous, on a fait une étude pilote il y a 18 mois, qui nous a beaucoup étonnés. C'est parce qu'on a utilisé le concept de barre à crème. Là. La différence, c'est qu'on a laissé à des enfants. Du coup, c'était des enfants à qui on donnait la possibilité de choisir entre 4 types de constituants. Et auparavant, évidemment, le médecin, on enregistrait ce qu'on avait prescrit. C'est-à-dire, on avait prescrit, par exemple, un cold cream, pensant que c'était ce qu'il fallait. Et on demandait à côté à l'enfant de choisir quel est parmi les quatre produits qui était celui qu'il préférait. Alors, premièrement, d'abord, les enfants ont tous trouvé très facile de savoir lequel ils préféraient. Donc, personne n'a hésité. Mais ce qui est qui nous a complètement déstabilisés, c'est que dans 2 cas sur 3, les médecins s'étaient trompés. C'est-à-dire que nous avions prescrit un produit qui ne correspondait pas au choix final de l'enfant. Donc, c'est bien pour dire que, alors par la suite, on a revu les enfants, on a pu démontrer que l'adhésion au traitement était meilleure à partir du moment où le traitement avait été choisi par l'enfant. Donc, ce qui vient de se dire est bien sûr renforcé. Mais ça veut dire que je pense que, en particulier chez les enfants, c'est vrai que vous dites que les enfants aiment bien être caressés par leur maman ou leur papa. C'est vrai jusqu'à un certain âge. Mais si vous voulez, je parle des bébés. au-delà, Oui. voilà, c'est ça. À partir de 7-8 ans, les choses sont un peu plus musclées. C'est peut-être pas aussi fantastique. Alors, dans cette tranche d'âge-là, c'est vrai que le fait de pouvoir proposer à l'enfant de choisir lui-même l'émollient qui lui plaît le plus, et je pense que là, vous êtes vraiment les mieux placés pour pouvoir faire ces propositions.